Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission, votre émission d'actualité, votre émission que vous aimez très bien sur Baobab News GV, votre chaîne que vous aimez tant à travers le monde. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous Monsieur Dieudonné Mirimo. Monsieur Dieudonné Mirimo est un expert électoral. Il a été le rapporteur de la CEI. CEI, comme vous le savez, c'est la première institution en République démocratique du Congo à avoir organisé des élections libres et transparentes dans notre pays, à l'époque avec le défunt président, M. Labé Malouma, vous le savez. Donc, il est là avec nous ici, M. Dieudonné Mirimo. Bonjour, M. Dieudonné. Bonjour. Comment vous allez? Assez bien, merci. M. Dieudonné Mirimo, vous êtes expert électoral. Avec vous, nous allons parler non seulement de ce qui concerne les élections, mais aussi de FEAC. FEAC qui est juste un centre d'excellence de la communauté économique d'État de l'Afrique centrale. C'est quoi d'abord FEAC? L'école de formation électorale en Afrique centrale, en sigle FEAC, est une institution qui a vu le jour à Libreville au Gabon le 11 mars 2011 en présence des responsables des administrations électorales de la sous-région qui ont manifesté le désir de pouvoir mettre en place cette institution pour former, promouvoir en fait la démocratie et la bonne gouvernance à travers la sous-région et même au-delà, par la professionnalisation de ces responsables-là qui gèrent les élections, mais également de toutes les parties prenantes au processus électoraux et la promotion de la recherche électorale appliquée. Le FEAC, c'est l'unique centre de la composante civile au sein de la CAC qui s'occupe des questions donc électorales, parce qu'au sein de la CAC, nous avons d'autres centres d'excellence qui, eux, sont spécialisés dans des questions militaires et de la police. C'est le cas du CHEST pour la RDC et d'autres centres qui sont à Yaoundé au Cameroun, au Gabon, exactement, et SIG, E-Force, CHEST. Ce sont là les autres centres d'excellence de la sous-région. Monsieur Mirimo, avant de parler brièvement ou en long à large de l'EFEAC, j'aimerais que nous abordions un peu l'actualité. Hier, c'était le 13 janvier 2022. Nous avons tous assisté à la prestation des serments des 3 membres de la CENI, l'actuelle institution indépendante pour les élections. Mais avant que ces membres-là soient organisés, avant que le comité soit organisé, il y a eu quelques problèmes au niveau de la société civile, au niveau de la politique et surtout, surtout les hommes politiques, M. Mirimo. Vous êtes expert électoral. J'aimerais que nous parlions d'abord de la présidence de cette institution. Selon vous, en tant qu'expert électoral, quels sont les critères possibles pour que la CENI ait un président en sa tête? Merci beaucoup pour cette question. Tout a été fixé par la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale indépendante, qui a été révisée pour la 4e fois, si je ne m'abuse. Et donc, tout est décliné dans la loi. Et dans cette loi-là, il est clairement indiqué que la CENI est composée de 15 membres, dont 5 sont issus de la société civile. Parmi les 5, 2 viennent de la sous-composante confession religieuse, des autres des organisations de la société civile spécialisées dans les questions électorales et le dernier délégué, qui est une femme, vient de l'organisation qui accompagne les femmes dans les questions électorales. 6 délégués viennent de la majorité parlementaire, la majorité au pouvoir, et 4 délégués viennent de l'opposition parlementaire. Donc la CENI actuelle, conformément à cette loi-là, est composée de 15 membres. Et cette loi même précisait, cette fois-ci, contrairement aux lois précédentes, que le président de la CENI sera désigné par les confessions religieuses. Et nous savons tous que les confessions religieuses sont régies par une charte
Et c'est eux qui ont réussi la mission de pouvoir proposer à l'entérinement le candidat président de la CENI. Et nous avons assisté les mois passés comment cet exercice a été réalisé par les confessions religieuses avec les contradictions et tout, mais au bout des comptes, on a assisté à l'entérinement de 12 membres d'abord et ensuite les 3 autres sont venus après. 3 autres qui ont prêté serment hier, comme vous venez de le dire. Donc les critères, s'il faut revenir, il faut être congolais, il faut avoir un diplôme universitaire. Évidemment, comme c'est des questions électorales, quand on fait la sélection, il faut avoir une expertise avérée sur les questions électorales. Mais pourquoi, M. Mirimou, lorsqu'il s'agit du choix des candidats qui vont diriger la CENI, il y a toujours des problèmes? On n'en a pas vraiment senti lors de votre prestation à la première législature, donc de 2006 à 2011. On n'en a pas senti puisque c'était les premières élections démocratiques. Mais à partir de 2011, c'est les problèmes qui commencent. C'est quoi la base de ces problèmes-là? Il faudrait que l'opinion retienne que la Commission électorale nationale indépendante actuellement a reçu mission d'organiser et de gérer les élections dans notre pays. Et c'est donc la CENI qui arbitre les élections. C'est elle l'arbitre des élections. Et donc, s'il y a ce que vous avez constaté, ça signifie que il faut que les parties prenantes, et nous pouvons les citer pour que l'opinion sache qu'il y a d'un côté les partis politiques qui sont compétiteurs. C'est eux, de par même la loi portant fonctionnement des partis politiques, les partis politiques sont créés pour conquérir le pouvoir. Pas pour jouer, pour conquérir. C'est le but primordial des partis politiques. Exactement. Et pour cela, il le faut de façon démocratique, donc il faut aller aux élections. Et les élections ne sont organisées que par la CENI. Ça signifie qu'il faut que la CENI soit non seulement professionnelle, mais neutre, et elle doit rassurer cette partie des parties prenantes du processus que sont les partis politiques, les regroupements et les candidats indépendants. Et donc, s'il n'y a pas cette assurance-là, ça pose problème. S'il y a des suspicions sur les animateurs de la CENI, c'est là que vous voyez effectivement que les gens, ils s'agitent pas. C'est-à-dire qu'ils veulent se rassurer que la personne qui va arbitrer les élections va rassurer tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué dans les sessions passées, M. Mirimou? D'abord, vous, quand vous étiez comme rapporteur, après les élections de M. Joseph Kabila à l'époque, il y a eu beaucoup de contestations. Certains membres de l'opposition ont cru que c'est Jean-Pierre Bemba qui était élu au niveau de la population. Mais la vérité reste dans vous. Vous étiez à l'époque dans la machine électorale. Vous savez ce qui s'est passé réellement. Même moi, je ne sais pas, je ne peux pas dire un mot. Mais vous savez ce qui s'est passé réellement. En 2011, au second mandat de M. Joseph Kabila, il y a eu encore contestation. Mais pourquoi nous allons toujours des contestations en contestation? C'est juste un acharnement ou des envies des uns des autres? Cette question, elle est fondamentale. Et c'est pour cela qu'il est important que les règles de jeu soient clairement fixées, mais surtout connues des compétiteurs. Nous avons constaté, en tout cas comme experts, que beaucoup d'acteurs politiques ou des partis politiques qui sont créés, aujourd'hui nous sommes à plus de 650, je me pose d'ailleurs la question comme citoyen, s'il y a 650 manières de gouverner le pays, nous connaissons les vieilles démocraties comme les États-Unis qui n'ont que de grands partis politiques. Hein? Bon, enfin, c'est notre pays, la démocratie a explosé et nous en sommes là. Et donc, pour aller dans cette compétition, il faut non seulement connaître les règles de jeu, mais il faut les maîtriser. À partir du moment que les règles de jeu ne sont pas maîtrisées, on observe qu'il y a des compétiteurs, au lieu de préparer les élections, de préparer à gagner les élections, ils préparent la contestation dès le départ. Et c'est ça le nœud du problème. Comme je l'ai dit tantôt, on n'a quand même pas 650 manières de gouverner ce pays. Et
quand nous avons un seul siège pour la présidence et vous avez 33 candidats, quel que soit l'arbitre de cette compétition, 32 vont tomber. Et comme si on est mauvais perdant, en tout cas, on va contester, on va crier à la tricherie et à la fraude. De la même manière, pour la députation nationale, la Constitution a fixé à 500 sièges. Et si vous avez 17 000 candidats, donc certainement il y aura 16 500 qui vont échouer et ils ne vont pas accepter qu'ils ont perdu parce qu'ils vont trouver des prétextes. C'est en fait ça la réalité. Donc il y a des côtés, ce que j'ai dit là, au lieu de préparer les élections, on prépare la contestation. Et quand on a des milliers de candidats, naturellement, ceux qui vont perdre, ils vont crier à la tricherie et à la fraude. Pour garantir tout cela, c'est pour cela qu'on a confié à la CENI une institution d'appui à la démocratie indépendante pour organiser ces élections. Et de par la loi organique, comme je l'ai expliqué au début, toutes les parties compétitrices sont représentées. L'opposition, la majorité et même la société civile qui s'occupe de l'observation et de l'éducation civique est représentée. Comme ça, tout le monde voit comment les choses se passent. Voilà pourquoi il faut bien entourer ce processus de désignation des membres de la transparence pour rassurer tout le monde. Monsieur Mirimo, vous avez parlé des élections de députés nationaux. J'aimerais que dans cette émission, nous parlions aussi du seuil. Sur le commun des mortels, monsieur Mirimo, certains disent qu'il fallait qu'on laisse les champs libres, c'est-à-dire celui qui gagne, par exemple, dans une circonscription, on ne tient pas compte des partis politiques. Celui qui a plus de voix, c'est celui qui sera élu. Mais pourquoi on parle du seuil? Ce n'est pas une petite injustice là dans la police pour les politiciens? Une très bonne question encore une fois. En fait, l'organisation des élections est entourée de textes, du cadre légal comme on l'appelle, et parmi lesquels il y a la loi électorale. C'est la loi électorale qui fixe toutes les conditions, comment les élections seront organisées et quel sera le mode de scrutin. Je peux dire, juste en passant une parenthèse, que nous avons à travers le monde 3 grandes familles. D'autres parlent de 4 grandes familles, mais à l'intérieur de ces grandes familles, il y a plus de 200 systèmes électoraux. Et chaque pays, de par son histoire, choisit son système électoral qui lui convient. Et ce sont les parlementaires qui choisissent les systèmes qui conviennent à chaque pays. Et la CENI ne vante pas la loi, la CENI met en application les lois votées par les législateurs. Et donc, s'il y a à corriger ou quoi, c'est pour ça, à chaque fois, à chaque cycle électoral, il est prévu une période de réforme pour essayer de corriger les erreurs du passé et améliorer. Mais il n'y a aucun système qui soit parfait. Mais il faut toujours améliorer, même si les vieilles démocraties, ils ont une longue histoire, 2000 ans, c'est pas moi, pour en arriver où ils en sont aujourd'hui. Vous avez même suivi dernièrement aux États-Unis, il y avait des contestations. Donc, c'est des choses qui doivent arriver, mais l'important, c'est d'améliorer les systèmes à chaque fois qu'on a organisé des élections, améliorer pour que les erreurs du passé ne reviennent pas. Vous avez été rapporteur de la CEI, je répète, la première institution à avoir organisé des élections libres et transparentes en République démocratique du Congo. Que reprochez-vous ou avez-vous quelques remarques aux 2 autres institutions ou à la même institution avec les 2 législatures après vous? Bon, reproche, c'est peut-être trop fort, mais c'est le constat. En fait, nous, on a eu, je ne dirais pas la chance, mais ce n'était pas si évident de pouvoir passer par le baptême de feu, organiser les toutes premières élections dans notre pays. Je peux vous garantir que ça n'a pas été facile. Pas du tout facile parce qu'on n'avait aucune référence. Aucune référence, ça c'est vrai. Et donc, on s'est formé sur l'État. On a eu l'occasion d'aller sur des formations dans plusieurs pays, mais grâce à l'accompagnement de toute la communauté, nous avons réussi à organiser ces élections qui ont quand même doté le pays de différentes institutions. Ceux qui nous ont succédé, ils ont eu déjà comme difficulté, à chaque fois qu'il
tout ce qu'ils font, les gens comparaient à ce que nous avons fait. Parce qu'il y avait déjà quelque chose avant. Et des deux, les acteurs politiques cherchent à tirer les ficelles. Je vais donner un exemple. La CENI ne vante pas les lois. Les lois viennent du législateur. Si le législateur veut bloquer la machine, il ne libère pas la loi. Mais celui qu'on va accuser, c'est la CENI qui ne veut pas organiser. Or, la CENI ne peut pas organiser si elle n'a pas un certain nombre de lois. Je donne un cas pour être plus concret. Il était prévu l'organisation des élections locales, municipales et urbaines. Qui n'a jamais été fait. Ces élections n'ont jamais été organisées. Mais on tirait à boulet rouge sur la CEI et puis la CENI. Malheureusement, la vérité, c'est que la CENI ne pouvait pas organiser ces élections parce qu'il fallait à peu près 8 lois qui devaient encadrer l'organisation de ces élections. Mais on n'a jamais tiré sur les législateurs qui devaient libérer ces lois, mais on tirait sur la CENI qui n'a pas organisé les élections. La CENI n'a pas les moyens, elle reçoit les moyens du gouvernement, avec comme autorité budgétaire les mêmes législateurs. Si le budget est voté, si le budget n'est pas libéré, la CENI ne peut pas travailler. Entre-temps, tout le monde attend la CENI sur les résultats. L'élection se déroule en un seul jour. En un seul jour. Surtout. Mais pour y arriver, ça nécessite plusieurs activités. Et donc, vous ne pouvez pas les sauter. Et si vous accumulez les retards, malheureusement, ça aura de l'impact sur ce jour J que tout le monde attend. Et tout va retomber toujours sur la CENI. Et donc, si on ne veut pas que la CENI puisse avancer, on peut les bloquer, soit par les lois, soit par les finances. Et dans l'opinion, tout le monde, comme je l'ai dit, va tirer à boulet rouge sur la CENI. Et donc, il faudrait que l'opinion sache partager les responsabilités quand nous sommes sur ces questions-là. Et selon vous, M. Mirimo, la CENI actuelle, le bureau, le comité directeur actuel de la CENI a de l'avance ou a déjà un petit retard par rapport au processus? Ils sont déjà en retard. Ils sont déjà en retard. Et là, malheureusement, on va encore tirer sur la même CENI, oubliant que c'est le politique qui a retardé la réforme de la loi pour la mise en place de la nouvelle CENI. Les élections ont eu lieu en 2018. Donc, on aurait pu faire les réformes en 2019, en 2020, mettre en place la nouvelle CENI, et il aurait eu suffisamment de temps pour se préparer afin d'organiser les élections en 2023. Mais on met la CENI maintenant même en 2022 parce qu'on a les derniers membres de la CENI ont prêté serment hier. Hier. Seulement hier, le 13. Le 13 janvier. Ils ont prêté serment hier, le 13 janvier. Mais les élections doivent être organisées au plus tard décembre 2023. Maintenant là, avec le temps qui reste, tout le monde va commencer à regarder la CENI, ils n'organisent pas, oubliant que la mise en place de la CENI, qui du reste, vous le savez aussi dans l'opinion, que tout le monde n'est pas d'accord avec l'équipe qui a été mise en place parce qu'il y a des contestations, que ce soit de l'opposition. On a suivi jusqu'hier, d'ailleurs, on continue à suivre les contestations. Vous voyez que tout ça va retarder. J'ai suivi aussi à travers les médias, et la CENI indiquait qu'ils n'ont pas encore les financements. Et donc, ça va accumuler les retards sur retard. Et au bout des comptes, c'est la CENI qui sera accusée d'avoir retardé l'organisation des élections, oubliant que les acteurs politiques, les décideurs, c'est eux qui ont une part de responsabilité, notamment sur cette question-là. En tant qu'expert électoral, quelle stratégie pouvez-vous soumettre, par exemple, au comité directeur, aux membres de la CENI actuelle? Bon, je n'ai cessé de le dire et je reviens encore une fois. Il faut trouver des mécanismes pour rassurer tous les compétiteurs, toutes les parties prenantes. S'ils ne sont pas rassurés, s'il y a des suspicions par rapport à l'arbitre, vous pouvez vous imaginer que le match n'aura pas lieu, ou il y aura des contestations avant, pendant et même après le match. Or, nous avons besoin des élections libres, démocratiques, transparentes, mais surtout apaisées. Au mois de décembre au début, si je ne m'abuse, il y a eu collation des grades académiques de FEAC. C'était laquelle? Quantième promotion de l'EFEAC, M. Mirimo? C'était la toute première promotion de l'école de formation électorale en Afrique centrale qui a été collée au mois de décembre dernier. Et le FEAC, comme je l'ai indiqué, est un centre d'excellence
et qui est spécialisé dans des questions électorales et de gouvernance. Nous formons à l'EFEAC au niveau des masters en gestion du cycle électoral et nous avons plusieurs filières. Plusieurs filières parce qu'on a constaté que le manque de professionnalisme dans les acteurs, les parties prenantes aux processus électoraux est l'une des causes des conflits qu'on observe pendant ou après les élections. Et l'EFEAC a pris ce fardeau-là de pouvoir donc former ces acteurs-là, parmi lesquels nous avons les juges électoraux, donc les magistrats qui doivent gérer les contentieux électoraux, il faut qu'ils soient formés. Voilà pourquoi nous avons un département de droit électoral auquel s'associent les avocats, parce que c'est les avocats qui accompagnent les candidats indépendants, les partis politiques et les regroupements politiques au procès. Il faut également former les agents et les cadres de la CENI, parce qu'ils doivent être professionnels pour bien prendre en charge les processus électoraux. Nous avons ainsi un département de management électoral, mais aussi nous avons tout un département de planification électorale. Il est souvent dit que celui qui ne planifie pas planifie son échec. Voilà pourquoi ces agents-là et cadres doivent se professionnaliser en passant par le FEAC pour bien prendre en charge le processus électoral. Nous avons aussi la société civile, qui est l'une des grandes composantes dans la prise en charge des questions électorales, parce que la société civile qui observe de façon neutre les élections. Et donc, nous avons un département d'observation et de surveillance électorale, mais aussi, nous avons les partis politiques qui déploient les témoins pour faire une observation partisane. Et donc, ils doivent aussi suivre cette formation-là pour être plus professionnels, parce que vous risquez d'aller observer les choses que vous ne maîtrisez pas. Nous avons également les journalistes, comme vous, pour couvrir les événements électoraux. C'est trop sensible, comme vous savez. La mauvaise manière de donner l'information électorale peut faire basculer le pays dans le chaos. Voilà pourquoi nous avons un département de communication électorale pour que les journalistes se professionnalisent effectivement sur ces questions-là. Mais nous avons aussi également un département de sécurisation électorale, parce que les policiers qui doivent prendre en charge la question de sécurité doivent se professionnaliser, parce que la sécurisation des élections est différente de la sécurisation des matchs de football ou d'une autre activité. Et donc nous avons ainsi d'autres départements, il y en a au total 11. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par les textes organiques du titre d'expert électoral en gestion des cycles électoraux filiés. Pour l'ordre, partout où vous verrez grand hôtel, on planifie. Il a dit tout à l'heure, à partir de désormais, et 4 distinctions. Esther Martiala. Jean Chrysostome Bawanit. Kabbalah. Yves Moutachamo. Aricus Moulet. Distinction. Distinction.
la moitié, plus de la moitié. Sambo Kangashi, directeur général de l'école de formation électorale à l'Afrique centrale et FEAC en et par les textes organiques de l'EFEAC, certifiant que les candidates et les candidats susmentionnés sont à partir de ce jour revêtus du titre expert électoral en gestion du cycle électoral, filière planification électorale. Fait à Kinshasa, le 21 décembre 2021, le directeur général de l'EFEAC, Jean-Louis Sambo Kangashi, professeur ordinaire. On n'a pas eu à présenter tous les invités de marque, mais j'ai l'honneur. Général, nous saluons votre présence parmi nous. Je suis prêt à vous dire les mots de lauréats. Au nom de tous les lauréats, c'est pour nous un immense plaisir de vous accueillir dans ce bon et prestigieux cadre du ministère des Affaires étrangères pour honorer la cérémonie des diplômes de master en gestion du cycle électoral. Une première en Afrique, car c'est toute la première promotion de l'école de formation électorale en Afrique centrale, en sigle EFEAC, un centre d'excellence de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC. Nous adressons nos sincères remerciements aussi aux collègues des promotions qui sont élevés aujourd'hui en dignité, Madame Séraphine Kiloubi, qui est vice-ministre de la Défense et des anciens combattants, Madame Sylvie Birembano Baloume, que je suis, qui est questeur adjoint à la CENI, Excellence Gérard Bissamo, est-ce qu'il est là? On peut applaudir, s'il vous plaît. Que vive les FEAC! Que vive les FEAC! Que vive les FEAC! Par les 11 commissions électorales de l'Afrique centrale. C'est ainsi que j'ai le privilège de vous présenter ceux qui représentent. J'ai entendu passer devant pour qu'on vous voit. Le protocole ne passe notre personnalité, membre de la plénière, en la personne de Madame José. Dit 3 membres à la CENI. Un deuxième général qui est venu à la... Vous l'avez pas quitté. Vous avez le flambeau que vous tenez entre vos mains. Ce flambeau-là, ne l'éteignez pas. C'est une joie immense au moment où nous avons assisté à la collation des grades académiques de la toute première promotion de candidats à l'EFEAC pour l'EFEAC. Après de durs labeurs, finalement, ils ont fini par atterrir et nous les remercions pour autant de sacrifices, mais aussi le corps enseignant qui a donné le meilleur d'eux-mêmes afin de donner à la nation et à l'Afrique
les tout premiers experts électoraux qui vont servir la cause au niveau du continent. Et qu'est-ce que la population peut attendre exactement de l'EFEAC? Le FEAC, c'est l'unique centre d'excellence de la CAC dans la compétence civile qui forme donc les experts sur les questions électorales. Et très bientôt, nous allons lancer des enseignements pour couvrir l'ensemble du continent parce que c'est un besoin qui se fait sentir et nous devons donc former les experts qui vont contribuer à la bonne gouvernance et à la gestion des questions électorales. Merci. Pour s'inscrire à cette école, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je l'ai dit, c'est un 3e cycle. Il faut être détenteur d'un diplôme de 2e cycle, c'est-à-dire des licences Bac plus 5. Ça, c'est la première, en tout cas la plus grande condition. Ensuite, vous déposez votre dossier qui est composé de vos relevés, vos diplômes du gradué de licence et vous payez les frais d'inscription. Et ensuite, vous commencez parce que nous avons des cours ou des modules de tronc commun. Il y en a 14 au total. Et après, on vous dirige dans les filières selon votre spécialisation. Quelqu'un qui veut s'inscrire, M. Mirimo, où peut-il vous trouver? Nous avons nos bureaux au niveau de Royal, non loin de la DGDA. C'est là que se trouvent les bureaux de l'EFEAC. Mais les cours sont organisés au niveau de l'Athénée de la Gombe, la 2e partie, parce que l'Athénée a 2 compartiments. La partie qui est gérée par l'État et l'autre partie dont la gestion a été confiée aux missionnaires salésiens. Quand est-ce que vous allez commencer avec la session nouvelle? La nouvelle session commence à la fin de ce mois de janvier et nous sommes en train de travailler aussi, comme je l'ai dit, l'école n'est pas que pour la RDC, mais c'est une école, je tiens à rappeler qu'à travers le monde, nous n'avons que des institutions qui organisent les élections sur les questions électorales, l'EFEAC qui est basé à Kinshasa, RDC, et l'école Sainte-Anne qui est en Italie. Quelqu'un qui est par exemple aux États-Unis, en Amérique, comment peut-il suivre ce cours? Vous disposez des enseignements de cours à distance ou comment? Justement, c'est ce que je voulais dire. Étant donné que nous avons reçu plusieurs demandes de personnes, non seulement qui sont aux États-Unis ou en Afrique ou en Europe, mais celui qui est à Kananga, qui est à Mbandaka, ou même à Matadi ici, et même à Maluku, il aura de la peine pour venir parce que les cours sont organisés souvent le soir. Voilà pourquoi nous sommes en train de mettre en place la plateforme pour organiser les cours en ligne et permettre donc à toutes ces personnes-là qui sont à travers le monde de pouvoir suivre ces cours en ligne. Quelles sont les filières exactement à suivre dans votre école? Je l'ai dit tantôt, il y en a 11, mais pour les premières promotions ici, nous n'avons organisé que 5. Le droit électoral, la communication électorale, l'observation et la surveillance électorale, le management électoral et la planification électorale. Mais nous avons aussi, comme je l'ai dit, la sécurisation électorale qui devrait fonctionner parce que, comme j'ai dit, ce sont les policiers qui prennent en charge les questions électorales, mais il y a aussi la filière de cartographie électorale, genre et élection, mais il y a aussi une filière sur la gestion des conflits électoraux. Donc voilà autant de filières qui sont ouvertes et chacun peut s'orienter dans la filière de son choix, le moment venu. Monsieur Mirimo, nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission. J'aimerais que vous donniez un petit conseil, vous prodiguez un conseil à ceux qui veulent emprunter le chemin des élections ou le chemin électoral. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un Congolais qui, dans sa tête, pense un jour devenir membre de la CENI? Si vous voulez être membre de la CENI, il faut en tout cas être expert dans le domaine. Et il y a plusieurs secteurs au niveau de la CENI qui nécessitent l'expertise. Et comme je l'ai dit tantôt, la CENI met en application les lois. Donc vous êtes juriste, c'est bon, mais pour pouvoir prendre en charge les questions électorales, il faut vous spécialiser dans le droit électoral. Parce que la CENI ne s'occupe que des questions électorales, du droit électoral. Mais il y a aussi des informaticiens. Parce que pour gérer toute cette machine-là, il y a beaucoup d'informaticiens, mais il y a aussi le management. Donc, ceux qui veulent travailler
dans le domaine des élections, il n'y a pas qu'à la CENI, parce qu'à travers le monde, les Nations Unies, ceux qui terminent à l'EFEAC, ils sont dans la base des données, parce que nous avons à travers le monde, disons francophone, le forum des experts électoraux de la francophonie. Et vous n'êtes pas recruté que pour la RDC, vous pouvez être recruté pour aller travailler dans d'autres pays à travers le monde. C'est pour cela que nous demandons à ceux qui s'intéressent à ces questions-là de se spécialiser pour être éligibles lorsque les offres arrivent et qui viennent de partout. Le magistrat du parquet, le magistrat de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation, ce sont eux, M. Mirimo, qui gèrent les contentieux électoraux. Mais sont-ils vraiment formés en ce domaine? Comme je l'ai dit, c'est un domaine nouveau. Les élections, les organisent même sur le continent il n'y a pas longtemps. Rappelez-vous que c'est vers les années 90 que la démocratie est née, le multipartisme. Et donc les élections, du coup, c'est à partir de ce moment-là que les commissions électorales ont commencé à avoir le jour à travers le continent. Et donc, les gens ne sont pas spécialisés dans ces différents domaines. Voilà pourquoi nous invitons, il y a plusieurs mécanismes, parce que nous n'avons pas il n'y a pas que le cursus de master qui est organisé à l'EFEAC. Nous organisons aussi des modules de courte durée. Et donc, nous pouvons organiser des séminaires d'1 à 2 semaines pour permettre à certaines personnes de pouvoir se prégner et prendre en charge une partie du processus électoral. Et comme je l'ai dit, nous voulons faciliter l'accès à ces matières-là en organisant les cours en ligne, de manière à ce que quelqu'un peut être à son bureau, chez lui à la maison, il peut être en voyage et continuer à suivre les enseignements et obtenir son diplôme. Qu'est-ce que vous dites au nouveau président de la CENI et à ses membres? Je leur souhaite bonne chance, surtout d'organiser les bonnes élections que tout le pays attend et de rester professionnels. Voilà tout ce que je peux souhaiter. Votre dernier mot? Je vous remercie de cette opportunité que vous m'avez accordée. Et nous avons passé en revue des questions assez importantes que j'imagine devraient intéresser beaucoup de compatriotes, même au-delà du pays. Et nous souhaitons qu'il y ait la paix. Parce que s'il n'y a pas de la paix, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'élection. Il y en aura certainement peut-être dans une partie du pays. Or, le Congo, c'est les 26 provinces, c'est les 145 territoires, c'est les 2 345 409 km². Nous souhaitons donc que les autorités puissent pacifier les pays afin de pouvoir organiser les élections sur l'ensemble du territoire national. Merci, M. Mirimo. Merci, chers téléspectateurs, vous qui étiez très branchés dans notre mission, dans Baobab News GV, votre chaîne que vous aimez beaucoup. Nous passons sur YouTube, vous nous suivez. Nous avons notre page sur Facebook. Je vous demande de vous abonner, de liker, de partager. Ne laissez pas ce message en vous-même. Partagez-le, envoyez-le aux uns et aux autres, à vos familles, à vos camarades. C'est un petit geste, juste un petit clic, chers téléspectateurs. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.